bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et aujourd'hui l'ami ça va être Samuel Allard, vous le connaissez déjà sur l'épisode 82. C'est un ancien joueur de rugby à 7 et il est gentiment revenu pour parler de rugby à 7 parce que oui, les Jeux Olympiques démarrent aujourd'hui même. C'est des Olympic Games, je suis super content. Donc on y va tout de suite dans cette interview pour mieux comprendre en fait ce rugby à 7, qui est là, qui sont des bonnes équipes, des bons joueurs et pour quelles sont nos chances pour l'équipe de France de sortir victorieux avec un médaille. Donc on y va tout de suite dans l'interview et moi après j'ai le match de France-USA à regarder. Donc allez, on y va. Alors aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir avec nous à nouveau, c'est Samuel Allard. Alors Samuel qui a passé 4 ans sur l'équipe de France à 7. Donc forcément, on va parler de 7 aujourd'hui, où là, mercredi, c'est le jour des premiers matchs. Je vous invite pour plus de détails, à nos chers écouteurs, vous pouvez toujours aller sur épisode 82, parce que Samuel est déjà venu chez nous, pour mieux entendre toute sa vie de joueur, sur l'ambiance de qu'est-ce que c'est d'être un joueur professionnel dans le 7, les coulisses vraiment de ce sport. Je vous encourage d'aller écouter cet épisode 82. Et on va commencer pour dire un grand merci, Samuel, d'être revenu ici à Pack de Potes. Ouais, salut à tous, salut Thierry. Et écoute, je suis aussi très content d'être là, d'autant plus qu'on va parler déjà de rugby à 7 et puis forcément de ces Jeux Olympiques et des équipes de France aux Jeux Olympiques qui commencent cet après-midi, donc très excité à l'idée de parler de tout ça. Exactement. Ça fait 2 ans, c'est pas vu, mais la dernière fois, tu venais d'arrêter ta carrière de sportif de haut niveau. Comment ça va depuis? Ouais, exactement. J'avais arrêté à la suite d'une blessure qu'on avait eu du mal à gérer. Écoute, depuis médicalement ou en tout cas en rapport avec la blessure, j'arrive toujours pas trop à courir. Donc bon, petit à petit, j'arrive à retrottiner gentiment, mais c'est encore délicat. Mais j'ai refait ma vie et je suis maintenant journaliste dans un média indépendant qui s'appelle Street Press. Donc je suis journaliste vidéo. Et du coup, je suis très très content. On va dire que j'ai réussi à retrouver une nouvelle passion et du coup, ça me permet d'évacuer tout ce qui s'est passé aussi sur cette fin de carrière. Et journaliste, mais pas que sport non plus, il me semble. Non, même pas du tout sportif. C'est vrai, c'est un média indépendant et on fait de la société. On fait pas d'actu chaude, mais on fait des enquêtes, etc. Donc voilà, si je me fais une petite auto-pub, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir le média Street Press sur les réseaux. C'est un média super intéressant. On parlera après de faire un reportage sur des podcasts après. Sinon, tu as aussi un vie de commentateur sportif aussi avec Canal+, mais malheureusement, Canal+, ils n'ont pas les JO. Ouais, exactement. Ils n'ont pas les JO, ils n'ont pas eu les droits sur l'année qui vient de s'écouler. Donc j'ai pas commenté cette année. À voir pour l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est des droits qui s'acquièrent chaque année. Mais là, c'est vrai qu'ils ont loupé un peu le coche entre le sacre forcément des Français dont on reparlera peut-être tout à l'heure, l'avenue d'Antoine Dupont sur le circuit, l'année pré-olympique. Voilà, je pense que c'était une grosse saison et Canal n'a pas réussi à l'avoir. Mais voilà. Ouais, donc bonne nouvelle pour nous, c'est quand même Samuel Allard est là pour nous, Pack de Potes, pour parler de rugby à 7. Les Jeux Olympiques commencent aujourd'hui même, qu'on enregistre en fait mercredi, avant la cérémonie de voiture en fait. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel quand même sur ce jeu de 7 pour les écouteurs qui nous suivent, qui n'ont jamais vraiment suivi le 7 ou qui vient tout juste de se mettre avec Antoine Dupont qui arrive. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les règles de base en comparaison avec le rugby à 15? Ouais, les règles, elles sont à peu près équivalentes au rugby à 15. Il y a 2-3 changements, notamment sur le nombre de joueurs, forcément. Donc, joueurs ou joueuses. On joue à 7 contre 7. Il y a 5 remplaçants. Très souvent, il y a ce qu'on appelle un 13e homme qui, sur la nouvelle version du World Series, c'est le championnat mondial, peut rentrer s'il y a des blessés sur le match suivant. Ou alors, en fait, c'est un joueur qui permet d'avoir un petit peu de roulement dans l'équipe. Donc après chaque match, on peut le faire rentrer. L'idée du rugby à 7, c'est qu'il y a 6 matchs dans un week-end, donc en 2 jours. Il y a 3 matchs le samedi, la plupart du temps 3 matchs de qualification, enfin de poule, pardon. Et puis après 3 matchs de phase finale le dimanche. En règle générale, puisque parfois ça se passe sur 3 jours, mais ça c'est en fonction des tournois. Et puis après, sur les règles un peu plus spécifiquement, c'est des matchs qui durent 2 fois 7 minutes avec une somme de pause
à la mi-temps. Et puis après, c'est sensiblement les mêmes règles que sur le rugby à 15, sauf que sur l'engagement, c'est c'est l'équipe qui marque qui engage. Euh, voilà. Après, je pense que c'est à peu près les mêmes choses. Sinon, il y a des touches, mais plutôt à 2-3 personnes. Il y a des touches à 3 ou à 2, possiblement. Il y a des mêlées à 3. Voilà, ce qui laisse, comme vous pouvez l'imaginer, quand même pas mal d'espace pour les 3 quarts après. Donc c'est des phases de jeu qui sont quand même assez importantes, notamment la mêlée. Maintenant, elle est très utilisée. Et puis il y a des coups d'envoi, il y a des essais, c'est le même nombre de points. Voilà, il me semble même qu'il y a la règle du 50-22. Enfin, voilà, c'est quand même assez similaire au rugby à 15. Bon, super, mais ensuite, il y a beaucoup de plaquages. Moi, j'avais vu une seule fois à Paris, mais j'invite nos chers écouteurs d'aller voir des matchs en vrai parce que ça va très très vite. À la télé, on voit pas, mais quand tu vois deux mecs qui courent à 40 km/h, qui se plaquent, qui se mis en contact, c'est que ça fait quand même quelque chose. Il y a des bris. En plus, il y a super ambiance. Au niveau des positions, on va pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est comme le rugby à 15. Le plus haut, le numéro sur le dos, hein, le plus vite va le joueur. Donc d'ici, rugby à 7, normalement, c'est le numéro 7 qui va le plus vite. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment dans la théorie, en fonction des postes. Donc, on va dire que le 1, 2, 3, ce sont les piliers. Le 4 et le 5, c'est la charnière. Donc, au rugby à 15, le demi de mêlée, le demi d'ouverture. Le 6, ça sera le centre. Et le 7, ça sera l'ailier. Après, il faut plus se fier à ces numéros-là, puisque maintenant les joueurs ont le droit, en tout cas avec l'équipe de France, les joueurs ont le droit de choisir leur numéro. Donc là, on est plus sur des départements ou alors des chiffres un peu fétiches, quoi. Voilà. Ah, ok, je savais pas ça. En fait, c'est un peu comme le basket finalement. Exactement, c'est devenu un peu comme ça. Ah ouais, chouette. Écoute, juste pour nous donner une vision globale, en fait, on va commencer avec des hommes d'abord. En fait, je vais dire rapidement les 7 premières, on va dire, rankings suite au HSBC. Donc HSBC, quand même, comme tu avais dit, c'est le championnat, on va dire, international. Au numéro 1, il y avait Argentine, 2, Irlande, Nouvelle-Zélande, Australie en 4e. Donc la France qui arrive en 5e. Fidji un peu étonnant parce qu'ils ont quand même gagné les 2 dernières Jeux Olympiques et Afrique du Sud en 7e. Est-ce que tu as des commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des surprises dans ces rankings? Déjà, il faut savoir que l'année dernière, ça a été un peu particulier parce que c'était la première fois qu'on testait le nouveau format de World Series. Et donc, il y avait d'habitude c'est 10 tournois sur l'année et à la fin un classement général et donc le champion ou la championne les champions qui sont champions, voilà. Euh, alors que l'année dernière, il y a eu un nouveau format et donc là il y avait 7 tournois, c'était plus regroupé, avec un 8e tournoi à Madrid et donc à la fin des 7 tournois, il y avait un classement général et les 8 premiers pouvaient aller à Madrid pour jouer ce qui était appelé la finale. Donc, effectivement, ce que tu viens de citer, c'était le classement à la fin des 7 premiers tournois, donc du ranking mondial. Et en fait, toutes les cartes ont été rebattues et redistribuées lors du tournoi de Madrid, où les Français ont fini premiers et donc où les Français ont été champions du monde, ce qui est quand même assez exceptionnel, puisque c'est la première fois. Déjà, bon, première fois que se déroule ce format, donc première fois pour les Français, mais première fois que les Français finissent champions du monde, donc exceptionnel aussi. Ouais, donc oui, c'est ça parce que j'avais entendu qu'ils ont gagné. J'ai dit mais comment est-ce possible quand je regardais le ranking, mais maintenant je comprends un peu mieux. Si on parlait quand même de cette structure des JO pour les Olympiques, en fait c'est assez différent parce que nous la dernière fois qu'on avait parlé c'était pour le Coupe du Monde et qui était quand même bien complexe avec 24 équipes pour les hommes, 16 pour les femmes. Là c'est beaucoup plus petit, on va dire aussi, avec que 12 équipes pour les hommes et 12 pour les femmes. Donc ça fait 3 poules de 4 équipes. Moi je propose que on va parler de chaque poule et tu me diras ce que tu en penses, ce que tu vois comme des favoris. Donc pour le Men's Pool A, on a Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Ouais, et ben pour cette poule, c'est quand même une grosse poule. La Nouvelle-Zélande qui, à mon sens, fait partie en tout cas des favoris pour les Jeux Olympiques, mais qui a toujours été une nation de 7 et qui performe presque toujours sur les gros événements, même si elle n'a pas encore gagné de Jeux Olympiques. L'Irlande qui a fait une deuxième quand même au classement mondial cette année, donc qui est une équipe qui petit à petit progresse. Et là, on a vu en tout cas quand on regarde la composition qu'il y a presque tous les joueurs, que l'Irlande est au complet et qu'il y a même Keenan qui est un joueur qui fait partie
Ah oui. du 15 de l'Irlande qui est venu renforcer aussi un peu les troupes. Donc voilà, ça peut apporter, à l'instar d'un, bon, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais à l'instar d'un Dupont, ça apporte quand même une certaine confiance au sein de l'équipe. Euh, L'Afrique du Sud qui est quand même en reconstruction, Ah oui. euh, mais qui, voilà, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, est fini sixième sur le championnat mondial. Donc ça reste une belle équipe. Et après le Japon qui est quand même assez en dessous, mais qui fait quand même une poule avec trois belles équipes, quoi. Donc la poule A va sûrement être assez dense. Donc on va dire Irlande un peu étonnant aussi parce que de ma mémoire, Irlande pour moi c'était pas vraiment sur le on the map, au niveau de international, ils étaient pas là pour moi. Donc j'étais un peu surpris de les voir. Apparemment ils ont un bon joueur aussi qui s'appelle Kennedy. Et donc là tu me dis qu'Afrique du Sud, pas forcément au top de leur niveau. Je me souviens ils avaient deux ailiers Dre 2 qui étaient incroyables à voir. Est-ce qu'ils sont toujours là ces deux-là? Ben, je j'ai pas regardé la composition de l'Afrique du Sud, mais effectivement, il y avait Senatla et Roscoe Speckman qui, en fait, il y a eu un espèce de mouvement quand l'Afrique du Sud était vraiment au top du top, et donc il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, notamment à 15, et donc ces deux joueurs que je viens de citer sont allés aussi à 15 et ont joué dans le championnat sud-africain et puis après dans le championnat avec les provinces néo-zélandaises et australiennes. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont partis et là l'Afrique du Sud a eu du mal un peu à se reconstruire parce que bah il s'était construit depuis pas mal de temps et on reconstruit pas une équipe top niveau du jour au lendemain. Et donc voilà, là, je crois que Rocco Speckman est là. Ça va être sûrement sa dernière année. Ils ont réussi quand même à récupérer quelques joueurs, mais encore une fois, c'est de la reconstruction. Ils ont pas gagné de tournoi, il me semble, cette année. Ils ont pas forcément performé dans le sens où ils finissent 5 ou sixième. Voilà, on a quand même connu l'Afrique du Sud au top niveau, et là, voilà, ils sont dans une période un peu plus compliquée. Bah écoute, il n'y a pas beaucoup de marge non plus parce que c'est les deux gagnants, le 1 et le 2 qui passent et les deux meilleures troisième places, on va dire comme ça. Et en fait, le premier match dans ce pool, en fait, c'est Irlande contre l'Afrique du Sud aussi. Donc ça risque d'être super intéressant le temps que ce podcast va être distribué. Ça va être du old news. Ce qui est intéressant, il y a ce mec Kennedy, il s'appelle Terry Kennedy. Moi, c'est Thierry, mais aux États-Unis, c'est Terry. Donc allez, j'y vais pour Irlande pour moi. Ouais, enfin, à voir, mais je pense que c'est un bon pronostic. On va dire que l'Irlande est quand même beaucoup plus constante sur ces dernières années que l'Afrique du Sud. Et sur un tournoi olympique comme ça où bah, toutes les cartes ont été redistribuées et surtout, pas en plein milieu d'une saison, on a eu quand même une préparation, etc. Je pense que l'Irlande a quand même une grosse carte à jouer en tout cas sur les matchs de poule. En parlant de poule B, donc on a Argentine, Australie, Kenya et en fait ton chouchou à toi la dernière fois c'était Samoa. Ouais, bah là c'est un peu la poule de la mort. Dans le sens où on a l'Argentine qui finit premier de la saison régulière, donc grosse équipe, et qui perd en finale contre l'équipe de France à Madrid. Donc d'une, ils ont été déçus. De deux, ils ont quand même fait une saison assez extraordinaire et puis ils ne font que monter en puissance. Ils ont des joueurs qui sont assez exceptionnels, notamment Isgro qui lui a joué avec le 15 de l'Argentine, Moneta qui n'en finit plus de marquer des essais, puis après Gaston Revol, voilà, c'est un peu le métronome, beaucoup d'expérience, je crois qu'il a plus de 90 tours. Enfin voilà, ils ont vraiment une équipe super complète, sans parler de leur forme physique quand même assez exceptionnelle, et qui va l'être puisqu'ils ont eu 2 ou 3 mois de préparation, enfin 2 mois de préparation. Donc l'Argentine, c'est, je pense, une des équipes à surveiller. L'Australie, qui me semble finit deuxième aussi du classement mondial, euh, qui a eu, alors pas des hauts et des bas, mais qui a pas non plus touché à chaque fois le top niveau sur le classement mondial, mais qui reste quand même une grosse équipe. Et puis après, voilà, il y a un niveau un petit peu en dessous pour les Samoa et le Kenya, mais ça reste quand même des équipes très physiques. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu la poule de la mort. C'est que les gros matchs, ça va être Argentine-Australie, mais après les Samoa ça cogne et le Kenya ça fait mal, quoi. Donc je pense que tout le monde ne va pas sortir indemne de cette poule. Ouais, moi je suis bon plein de trucs sur les réseaux sociaux au niveau de rugby et à l'international, je vois beaucoup de gens assez excités par rapport au Kenya, qui disent qu'ils hâtent de voir le Kenya face à ces équipes-là, donc ça va être intéressant. Allez, poule C, notre poule à nous, quand même Fidji, comme on a déjà dit, 2 fois gagnant pour médaille d'or des Jeux Olympiques, la France, Uruguay et USA. Ouais, je suis désolé Thierry, mais là c'est plus la grande équipe des États-Unis.
Euh, on va dire que c'est une poule quand on remet en perspective et que on sait que c'est les deux premiers qui sont qualifiés et les deux meilleurs troisièmes. On va dire que c'est une poule qui est quand même relativement accessible pour l'équipe de France, dans le sens où normalement, elle n'a pas trop de soucis à se faire avec les Uruguayens, avec les Américains non plus, puisqu'ils ont fini 9e du classement général, ils font pas une très bonne année. C'est même une année assez compliquée. On a vu Perry Baker, qui est vraiment la star des États-Unis, voire du circuit mondial, assez bon, on l'a vu pas avoir les mêmes attitudes qu'il peut avoir d'habitude sur un terrain, même si petit à petit il se relance et puis puisque je pense que c'est ses derniers Jeux Olympiques. Ouais, il est pas tout jeune non plus. J'ai vu qu'il est Non. genre 38 ans, hein, quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. Il C'est court ça. toujours plus vite que son âge. C'est dingue. Il court plus de 40 km/h. Il est 38 ans. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un des joueurs qui va le plus vite sur le circuit. Mais après voilà, sur l'année, on les a rencontrés 5 fois, on les a battus 3 fois sur 2. Donc normalement, ça devrait, je dis encore une fois, normalement, ça devrait aller pour les États-Unis. Après, le gros test pour l'équipe de France, ça va vraiment être contre les Fidjiens, qui finissent 6e sur le classement mondial, mais qui ont gagné les 2 derniers Jeux Olympiques et qui restent vraiment les maîtres de cette discipline. Donc, D'accord. je pense que ça va être vraiment le test de l'équipe de France pour cette deuxième journée, puisque je pense il me semble qu'ils jouent demain. Allez, si on parlait de cette équipe, en fait, de l'équipe de France, ils avaient un très bon fin d'année. On parlera de l'effet Antoine Dupont, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous parler globalement comment tu vois cette équipe? Eh ben, je la vois quand même assez sereine, dans le sens où depuis que Jérôme Darrey, donc qui est l'entraîneur, est arrivé, l'équipe ne fait que progresser. Ça a commencé par quelques finales, beaucoup de qualifications en Cup, ce qu'on appelle Cup, c'est arriver en quart de finale. Et puis là, cette année, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau, où les Français ont remporté un tournoi pour la deuxième fois de leur histoire, ce qui était historique. Ils l'avaient pas fait depuis 19 ans. Ils ont remporté le tournoi de Los Angeles. Ils ont fait une très bonne année où ils finissent 4e, ce qui était quand même encore jamais arrivé, il me semble. Et puis, à la finale de Madrid, ils gagnent contre l'Argentine cette finale et ils finissent champions du monde. Voilà, là, toutes les étoiles se sont alignées et l'équipe de France est quand même, je pense, une des favorites de ces JO, sachant en plus que, je trouve que le staff a quand même réussi à bien gérer les joueurs, puisqu'il y a pas de blessés, tout le monde est là. Alors forcément, il y a des joueurs un peu phares qui sont pas là, mais en tout cas, l'équipe est au complet. Et il y a absolument pas de trou dans cette équipe, quoi. Chaque joueur à chaque poste fait partie des meilleurs de l'équipe, voire du circuit. Donc ça sent quand même très bon pour l'équipe de France, au moins pour une médaille. Il y a quelques joueurs, donc Jean-Pascal Barak, quand même, qui est là depuis un certain temps. Est-ce que Nelson Epey, il va jouer? J'ai vu qu'il était réserviste, il me semble. Et tu m'en as Ouais, parlé la dernière fois de Esteban Capilla. ouais, exactement. Esteban Capilla, il n'a pas été pris dans le groupe parce que il me semble qu'il a été blessé peut-être cette année, et puis il a pas fait énormément de tournois. Et puis en plus, il y a des joueurs qui sont quand même très bons devant, sachant que Esteban Capilla joue pilier. Et là, en face, il a des joueurs comme Ryan Rebatch qui sont des joueurs quand même assez des cadres maintenant, on peut appeler ça des cadres. Il y a Jordan Sefo qui fait partie aussi de très très bons joueurs de circuit. Antoine Zegdar qui lui aussi a été plusieurs fois, il a fait partie de la Dream Team de certains tournois. Voilà, je pense que c'est des joueurs qui ont un peu plus de consistance. Esteban Capilla, c'est un peu plus l'avenir pour moi. Et puis Nelson Epey, il est réserviste, il est 14e. Donc je pense qu'il ne rentrera pas malgré ses qualités de vitesse indéniable et d'appui d'ailleurs. Ça reste quand même le meilleur nom en rugby à 7, je trouve. En parlant de nom, on aime bien toujours des Théo, parce qu'on a un Théo chez nous. Donc c'est Théo Fournier qui centre. Fourner, si je prononce bien à l'anglais. Pas mal de joueurs aussi de USAP, je trouvais ça marrant. Et certains qui sont sous contrat fédéral, intéressant. Allez, bien sûr, on va parler de Antoine Dupont. Donc première question, quelle position qu'il joue en fait? Et Antoine Dupont, pour le coup, c'est un des joueurs qui peut jouer quand même pas mal de postes. Mais je pense que en priorité, il va jouer sur le poste numéro 4 et le poste numéro 5, donc à la charnière. Et puis, possiblement, vu ses qualités, je pense qu'il peut jouer au centre, donc numéro 6. Il peut peut-être même jouer talonneur, donc poste numéro 2, quoi. Donc,
bon, voilà, on l'a vu sur les précédents tournois, il a fait quand même à chaque fois des grosses prestations. Je pense qu'il peut jouer un peu partout. Ouais, parle-moi de ça. Alors, ce côté sportif, quel est son effet, on va dire sportif, quand on arrive sur le match? Ben, déjà, je pense que, enfin, vraiment sur le côté très sportif, il a fait des rentrées progressives où petit à petit, il n'a pas voulu en faire trop dès le début. Et je trouve que sur les premiers matchs, il a distribué, il a pas forcément pris d'initiative. Et petit à petit, quand il s'est senti bien et quand il a senti aussi le groupe autour de lui qui était présent, eh ben il en a pris. Et là, on a vu quand même que, voilà, mine de rien, ça reste enfin, il a été meilleur joueur du monde il y a quelques années, je crois. Voilà, ça se voit, hein. On va pas, enfin, il y a rien à dire, quoi. Ça reste un joueur exceptionnel, que ça soit physiquement, on a vu retourner des types. Techniquement et sur la vision du jeu, il a aussi quand même un coup d'avance. Voilà. Après, la difficulté, enfin, ce qui aurait pu être une difficulté, ça aurait été que le rugby à 7, c'est un sport différent, c'est pas le rugby à 15, et donc forcément, ça aurait été son adaptation. Mais je pense que ça a été très bien fait déjà du côté du staff, ça a été fait intelligemment. Et puis lui, je pense que c'est un garçon aussi qui est assez alors je sais pas si modeste c'est le mot, enfin je pense qu'il est modeste, mais ce que je veux dire c'est que il y est allé à tâtons et il s'est vraiment bien intégré dans l'équipe, que ça soit avec les gars dans les relations, mais que ça soit aussi dans le rugby, quoi. Donc donc voilà, moi je pense que c'est une belle recrue dans tous les cas pour France 7. Ouais, et c'est intéressant aussi parce qu'il y a un effet médiatique qui est super important aussi, mais l'effet que la façon que tu l'as écrit, sportivement, il s'est montré, on va dire, humble, qui est un mot important dans le monde de rugby, bien sûr, et qui progressivement a pris sa place, et parce que aussi il y a un côté médiatique qui est super important. Comment tu vois cet effet média? Eh ben, déjà, moi je pense que à partir du moment où son intégration elle a été faite intelligemment, dans le sens où on a vu sur des précédents JO des joueurs qui venaient que sur des one-shots, donc qui venaient une semaine avant les JO avec l'équipe de France et avec qui ça se passait pas forcément bien parce que c'est un autre sport, c'est une manière de voir les choses, enfin voilà, et puis ça veut dire que c'est aussi des joueurs qui prennent la place de quelqu'un, donc c'est pas évident à gérer. Là, Antoine Dupont, il est venu presque dès le début de l'année, il a fait au moins 3 ou 4 tournois, ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire que lui aussi, a pris cette décision-là de pas faire des matchs en club, même avec le 15 de France, il a pas fait 6 nations. Déjà, ça démontre aussi un vrai engagement de sa part. Oui. Et puis, donc comme je l'ai dit, ça a été fait intelligemment et progressivement, dans le sens où il a fait quelques tournois, enfin il a fait quelques matchs, quelques tournois. Il est venu s'entraîner avec les gars. Petit à petit, il a pris aussi le parfum un peu de tout ce qui se passe et du rythme de tournoi à 7. Et puis ça a été fait très intelligemment avec les entraîneurs où ils lui ont pas mis trop de pression et c'est lui petit à petit qui a pris ses aises, quoi. Et donc pour revenir à ce que tu disais aussi médiatiquement, ça a apporté une lumière sur le rugby à 7 qui est fantastique. Déjà parce que les gars ont fait des bons résultats, donc forcément ça suit. Et puis en plus parce que c'est Antoine Dupont, donc c'est assez rigolo. On en a discuté avec les gars, mais avant on avait fait une finale. Je sais plus, je crois que c'était à Vancouver. On fait une finale où on perd en finale, mais on finit deuxième, ce qui était quand même assez historique à la base. Et je crois qu'on a une petite brève dans Rugby-Rama où voilà, c'était. Et là, il y a Rugby-Rama qui fait un article sur un entraînement de France 7, quoi. Alors, enfin, donc c'est pour montrer un peu ce qu'il a pu apporter aussi, et c'est génial, tant mieux s'il apporte un peu de médiatisation à ce sport et de la meilleure des manières. Franchement, c'est cool. Et on va en parler par rapport aux passerelles avec le côté féminin aussi de ce sport entre le 15 et le 7, mais là, cette passerelle qui se fait, je me demande si ça va être plus, parce qu'on voit que lui, il a ajouté des vraies compétences dans son jeu qui est déjà hyper complet, mais je pense au grattage notamment, où il a dit, tiens, il a vraiment montré ça dans les playoffs du top 14, et que d'un coup, est-ce que tu penses que des équipes du top 14, ils vont plus facilement laisser leurs joueurs aller vers le 7? Je pense qu'ils vont les laisser aller plus facilement vers le 7, mais il faut pas oublier il y a quand même une échéance qui sont les Jeux Olympiques et que c'est aussi pour ça qu'il l'a fait et que les Jeux Olympiques sera dans 4 ans et donc voilà, il y a pas 10 joueurs de top 14 qui vont débarquer en équipe de France juste parce que Antoine Dupont l'a fait et a été bon. Oui. Je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte et que plus c'est un joueur particulier en plus, donc voilà. Mais après, effectivement, je pense que
le 7 peut apporter beaucoup au 15, comme le 15 peut apporter beaucoup au 7. Et c'est intéressant de voir que les passerelles se créent. Voilà. Et on l'a vu avec Tavite Veredamou, qui est maintenant excellent à Perpignan. Mais on l'a vu aussi avec des joueurs je pense à Ryan Rebadge, qui jouait un petit peu à Toulon de temps en temps, mais qui vraiment a explosé à 7. Voilà, je pense que les passerelles se font et on l'a vu aussi sur le jeu offensif d'Antoine Dupont, où il prend quand même plus d'initiative. On le voit là, presque parfois relancer du fond de terrain et arriver à percer les rideaux. Bon, voilà, enfin, dans les deux cas, je pense que les deux sports enfin, le rugby à 7 est bon pour le rugby à 15 et le rugby à 15 est bon pour le rugby à 7, quoi. Ouais, exactement. Donc, on avait dit super année pour les hommes, mais aussi pour les femmes, parce qu'ils ont fini 3e dans les rankings. On va commencer rapidement, on va parler des femmes aussi. Donc, dans les rankings, on avait Nouvelle-Zélande 1, Australie 2, la France 3, USA 4, et Canada 5, Fidji 6 et Irlande 7. Irlande, toujours un peu surpris de voir Irlande, les filles là, parce que même chose pour moi, ils étaient pas sur le plan international au niveau de rugby à 7 avant. Ouais, je pense que ça a été une volonté de la fédération irlandaise de faire monter les deux équipes. Alors pour l'instant, l'équipe féminine d'Irlande ne progresse pas comme l'équipe des garçons. Mais voilà, peut-être que ça va se faire avec le temps, hein, tout simplement. Et c'est un peu plus compliqué aussi avec le rugby féminin, puisque on part de plus loin, dans le sens où la professionnalisation du rugby féminin, elle a été, en tout cas en France, ça fait pas très longtemps que les filles sont professionnelles, ou au moins elles le sont à 100%. Je sais pas exactement comment ça fonctionne en Irlande, mais voilà, c'est des choses qui vont se faire petit à petit, et c'est bien que ça se développe. Si on parlait alors de Women's Pool A, on a Canada, Chine, Fidji et Nouvelle-Zélande. Et la chose qui me choque là, c'est la Chine quand même, mais j'imagine que tu vas me dire que Nouvelle-Zélande et Fidji, c'est les favoris. Ouais, et je pense qu'on peut parler aussi du Canada, hein, qui est quand même une équipe importante sur le World Series. On peut parler aussi de l'équipe des Fidji, qui eux marchent de manière un peu irrégulière. Parfois, elles sont capables de faire des bonnes performances, mais elles sont aussi capables d'en faire des moins bonnes. Et puis avec la Nouvelle-Zélande, qui pour moi est une des favorites, c'est une équipe il me semble, qui a remporté les derniers Jeux Olympiques à Tokyo, et puis je pense que c'est l'équipe qui a remporté le plus de World Series, qui a remporté le plus de tournois, qui a des joueurs cadres et des joueuses presque toutes les joueuses à chaque poste sont des cadres. Enfin, c'est vraiment une équipe qui a une identité 7 très forte et puis qui impressionne aussi ses adversaires. Donc c'est une poule intéressante. Il y a vraiment la Nouvelle-Zélande qui est au-dessus, les Fidji et les Canada peut-être qui sont un petit peu en dessous, et puis la Chine pour le coup qui s'est qualifiée, qui est passée en World Series et donc qui s'est qualifiée à côté. Poule B, on a Australie, Great Britain, donc l'Angleterre, Irlande et Afrique du Sud. Ouais, et donc dans cette poule B, pareil, on a l'Afrique du Sud qui a fait une saison un peu classique. Voilà, c'est pas la meilleure équipe de cette poule. Ceux qui font partie des grandes favoris, au même titre que la Nouvelle-Zélande, ça va être l'Australie. L'Australie qui a déjà gagné les Jeux Olympiques à Rio, qui a fini aussi, en tout cas qui a gagné la finale à Madrid, en face des filles d'ailleurs, de France 7. Ah, okay. Et donc qui a gagné la finale. Et puis qui fait une très bonne année avec des grosses joueuses, hein, quand même. Au niveau de l'Australie, on peut penser à Madison Levy qui expose vraiment tous les compteurs. C'est une fille qui est assez grande, qui est très puissante, qui va très très vite. Voilà, il y a des joueuses qui sont vraiment exceptionnelles chez l'Australie, avec Kaslik aussi, la capitaine, qui elle distribue. C'est un peu le métronome. Elle arrive à jouer. Elle a tout le temps joué très bien les coups. Elle est très juste dans son jeu. Et puis après, l'Irlande, on en parlait tout à l'heure, qui est une équipe qui a du mal quand même un petit peu à se lancer. Donc vraiment la grosse favorite et des JO et de cette poule B, ça va être cette équipe d'Australie. Ouais, juste rapidement par rapport à les meilleures joueuses nominées pour du 7, en fait, parfois c'est soit, en gros, c'est soit australien ou Nouvelle-Zélande. C'est un truc de fou. Et là, on va parler de Anne-Cécile Siofani, mais c'est un des rares personnes qui n'est pas Nouvelle-Zélande ou australienne, parce que c'est incroyable. Et surtout, Nouvelle-Zélande, j'ai oublié de dire, il y a Portia Woodman qu'on connaît bien. Déjà qu'elle est pas tout jeune, mais elle est toujours là. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Michaela Blyde, si je dis bien. Et en fait, elle était joueuse de l'année 2017 et 2018
U18, mais en fait, elle a que 28 ans, en fait. Donc, c'est un truc de fou. Donc, franchement, cette équipe de Nouvelle-Zélande, je pense que ça va loin. Et l'équipe d'Australie, comme tu dis, sur les réseaux, je vois qu'ils sont vraiment un super impressionnantes. Allez, si on parle de notre poule à nous, poule C, on a Brésil, la France, Japon and USA. Ouais, exactement. Du coup, une poule, pareil, une poule assez accessible quand même, je trouve, pour l'équipe de France, avec, pour commencer, l'équipe des États-Unis, qui a fini quatrième sur le ranking mondial. Donc, voilà, qui fait partie du top 4. C'est quand même une belle équipe. C'est surtout une équipe assez physique, avec des filles comme Tepper et Meyer, qui sont des filles très, très costauds, qu'on envoie souvent au défi, et donc qui peuvent faire mal aussi à l'équipe de France, ou les filles peuvent laisser du jus en fait de jouer contre cette équipe américaine. Et puis parce que forcément elles ont une carte à jouer, hein, on va pas se mentir. Alors peut-être pas sur la médaille d'or, mais en tout cas pour aller chercher une médaille, je pense que c'est un des objectifs des Américaines. Et puis après il y a le Japon et le Brésil qui là sont quand même des équipes un peu plus faibles. Il me semble que les filles de France 7 ont joué en tout, hein, pas juste sur l'année dernière, mais 23 matchs contre le Brésil, elles en ont gagné 22. Donc voilà, là il y a quand même une belle différence d'écart avec le Japon et avec le Brésil. Et si on parlait de cette équipe des filles, alors, en fait, c'est beaucoup de noms qu'on connaît. Il y a certaines personnes qui sont vraiment spécialisées 7. Donc, j'avais mentionné Anne-Cécile Siofani, qui était joueuse de l'année 2021. Séraphine Okemba, en fait, qui tu m'en as parlé la dernière fois, qu'on a parlé il y a 2 ans, qui est toujours là. Et d'autres filles qu'on va dire, tiens, on les connaît ces noms parce que Caroline Drouon, qui est le 10 pour l'équipe de France, Camille Grassunet, Chloé Jacquet, et je pense que je laisse 3 ou 4 noms. Ouais, Johanna Grisé, Carla Nessen, qui a joué aussi avec le 15, Toué Pell, il me semble, qui a fait quelques allers-retours aussi. Ouais, enfin, bon, là, il y en a encore plus que pour le rugby masculin, mais chez les filles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passerelles entre le rugby à 15 et le rugby à 7, et notamment avec les équipes de France. Donc, on a vu Johanna Grisé qui a très bien marché à 7, mais aussi à 15. Et on a vu aussi, il me semble, sur le dernier tournoi de destination, Anne-Cécile, Siofani, qui a fait quelques matchs avec le 15. Et voilà, c'est des passerelles qui se font très bien. Et ce qui fait que du coup, déjà, les filles se connaissent très bien. Elles jouent elles jouent à 15 et à 7. Et donc, dans tous les cas, elles jouent à très haut niveau, quoi. Donc, c'est une équipe qui est extrêmement compétitive. Et en fait, ce qui est marrant, j'avais pensé de Amélie Boulard parce que moi, je trouve qu'elle est toujours hyper rapide sur le 15 et j'étais un peu étonné de ne pas le voir sur le 7. Mais bon, ils ont tellement de choix aussi. Il y a beaucoup c'est plus petit, j'ai l'impression. Parce qu'elle est super grande, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que pour les ailiers, ils vont un peu plus petits, peut-être un peu plus rapides, mais je sais pas. Bon, après, Anne-Cécile Sofani, pour le coup, elle est elle est très grande. Et elle joue ailier et elle va très vite. Après, je pense que c'est aussi le rugby à 7, c'est particulier dans son intensité, il faut aimer jouer à 7. Et je sais pas si tout le monde est capable de jouer ou tout le monde est capable d'aimer cette intensité-là. C'est pas évident. Il y a une grosse préparation, surtout chez les filles où leur rugby quand même est basé sur l'intensité et essayer d'étouffer son adversaire. Donc, ce qui nécessite forcément d'être extrêmement en forme. Donc après, c'est la limite aussi qu'il y a entre des filles qui veulent rester à 15 et c'est un sport différent, et des filles qui veulent aller à 7. Et pour le coup, notamment en plus pour une préparation de Jeux Olympiques où là, on se fait mal tous les jours, quoi. Ouais, je me souviens, tu m'en as parlé la dernière fois en l'épisode 82, que tu étais super impressionné par le niveau d'entraînement des filles, que j'ai trouvé ça exceptionnel. Ben ouais, encore une fois, elles ont été professionnelles après nous, et donc forcément, voilà, elles ont des objectifs de gravir des échelons, et effectivement, moi quand je m'étais entraîné avec elles s'entraînaient plus fort que certains garçons, forcément sans faire de mauvaises comparaisons, hein, c'est pas le sujet, mais en termes d'intensité, ouais, c'était assez fou. Ouais. Tiens, si on parlait des pronos finalement, bien sûr, on veut un médaille pour la France, donc pour les filles et pour les garçons. Mais pour les autres, alors, ça laisse 2 autres médailles à gagner. Pour les hommes, ça va être qui alors, à ton avis? Deux autres gagnants. Alors, il me semble, la dernière fois, j'avais fait des pronostics, je sais plus pour quel tournoi avec toi, mais j'avais pas été bon. Pour les hommes, moi, je vois quand même l'équipe de France. Alors après, j'espère que ça serait une médaille d'or. Mais je vois l'équipe de France sur le podium, ça serait
Je pense que ce serait peut-être même une déception qu'elle y soit pas, très sincèrement. Et puis après, les Fidjiens quand même étaient à chaque fois ont quand même remporté cette médaille d'or. Donc on va les mettre aussi sur le podium, sachant que là ils ont sorti une équipe quand même exceptionnelle avec Rasakou, qui est un joueur de Bayonne. Il y a Touwai, forcément le cadre avec qui est là. Voilà, ils ont vraiment sorti une équipe qui est vraiment très costaud. Et puis après, ça peut jouer entre la dernière place peut jouer entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Alors peut-être l'Australie en dernier, mais entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine, ça peut être potentiellement une demi-finale qui va faire très très mal. Ouais. Ouais, sympa. Et pour les filles alors, bien sûr les Françaises, mais qui d'autre, deux autres équipes? Et pour les filles, pareil. On va dire que les Françaises, elles ont déjà on est chez nous, donc forcément on a envie de remporter cette médaille. Et puis les filles ont fait une très belle saison, encore une fois. Même si elles ont pas remporté la finale à Madrid, elles finissent secondes sur la saison. Elles sont très bien classées aussi. Elles ont réussi à battre une par une toutes les adversaires. Elles ont réussi à battre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Donc forcément on mise gros sur les filles des Françaises, je veux dire. Et puis après, indéniablement, ça va être la deuxième et troisième place va jouer avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, quoi. C'est vraiment il y a vraiment un gap avec ces trois équipes-là et puis le reste du monde. Est-ce que tu as pour finir, est-ce que tu as un petit équipe chouchou outsider, celle que tu aimerais bien ça fait toujours partie des Jeux Olympiques, en fait, des petites équipes que tu te retrouves en train de dire oui, allez, Trinidad, tu vois, ce genre de choses, j'aime bien. Non, je donne tout pour l'équipe de France. Là, il y a plus de foot, il y a plus de. T'as pas d'autre espace. Il y a plus de Jeux Olympiques. C'est tout pour les deux équipes de France, pour les filles et les garçons, et qui remportent tout, que ça soit les médailles, que ça soit les meilleures joueuses, etc. Je mise tout sur eux et j'espère que ça va très bien se passer pour eux. Bon, écoute, on va se quitter sur ces bons mots. On souhaite des super matchs pour nos équipes de France. Samuel, toujours un grand plaisir de t'avoir. Donc, on encourage tout le monde d'aller suivre Street Press. Et donc, merci encore d'être d'ici de retour à Impact de Pot. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet épisode, j'espère aussi que la France a bien joué pour sa première journée. Je vous souhaite, nos chers écouteurs, nos potes de Pâques, un super été, un super moment avec la famille, avec vos copains, autour de la piscine, autour de la plage, dans les montagnes, où vous êtes. On vous souhaite un bon moment pour ces Jeux Olympiques et on se reverra pour le retour. Ça va être normalement le rentrée avec Didier Planin, qu'on a fait d'autres épisodes dans la passée, pour parler du démarrage des top 14. Bon, bonne chance pour la France et un super été à vous et bonnes Jeux Olympiques. Ciao, ciao, bye bye.